C'est une guerre d'un nouveau genre. Une guerre pour la défense de la nature. En première ligne, des Green Cops, des gendarmes de l'environnement surentraînés, déployés sur l'immense territoire de la Guyane. Au cœur de l'un des derniers poumons verts de la planète. Chaque année, des milliers d'hectares de jungle primaire sont dévastés, comme autant de cicatrices. Des blessures profondes à la terre, conséquence de la soif insatiable des hommes, la soif de l'or. Selon les estimations, les orpailleurs clandestins extraient illégalement du sous-sol guyanais entre 3 et 5 tonnes d'or par an, déversant au passage des centaines de tonnes de mercure dans la terre et dans les cours d'eau. Combattre ce fléau écologique, c'est la mission de l'armée française et de ses hommes au chevet de la forêt. En 2008, l'État français décide de mettre un terme à l'orpaillage illégal. La mission Harpie est lancée. Depuis, pour affronter un ennemi rompu aux conditions locales extrêmes, 1 millier de gendarmes et de militaires s'aguerrissent jour et nuit au centre d'entraînement en forêt équatoriale. Harpie porte ses fruits. En 10 ans, les militaires français ont réussi à détruire plus de 31 000 campements, saisi près de 2000 pirogues, 800 quads et 1500 armes létales. Mais ces résultats ont un coût. Dans ce combat pour l'écologie, 5 militaires français ont déjà perdu la vie. Et toi aussi, accélère. Il va te rattraper tout le temps. Au cœur de la forêt, ces officiers centralisent les informations recueillies sur le terrain et planifient les futures interventions. Des hélicos, puisque le Puma, entre autres, aura le refuel au niveau du hélico. Là, il est déjà en place. Il est déjà, Marais Passoula, il doit être déployé. Avec actuellement, nous sommes déployés ici à Saül pour l'opération de lutte contre l'orpaillage illégal qui vise à neutraliser dans la durée 2 grandes zones emblématiques de l'orpaillage illégal en Guyane. C'est la région de Saül et au nord de Saül, tout ce qu'on appelle le bassin de la Haute-Mana. Nous opérons sur un carré de 60 km sur 30. Il y a tout un trafic qui existe autour de l'orpaillage illégal. L'arme, la drogue, la prostitution, tout cela porte atteinte également à l'ordre public, au-delà des atteintes à l'environnement ou des atteintes au bien-être des populations. Aujourd'hui, plus de 10 000 orpailleurs clandestins travailleraient en Guyane. Des mercenaires de leur sans scrupules et des hommes qui ont fui la misère du Brésil voisin. Prêts à tout, ils vont jusqu'à risquer leur vie dans ces mines à flanc de montagne, perdues en pleine forêt guyanaise. Après des jours de négociations, nous avons réussi à les suivre quelques heures dans les entrailles de la terre. On descend ici à 5 h du matin. On travaille jusqu'à la nuit. Dans des galeries de fortune, ces damnés de la terre s'épuisent à rêver de l'Eldorado. Il n'y a aucune sécurité ici. Ça peut s'écrouler à n'importe quel moment.
Mais on n'a pas peur, ça va. Les conditions ici sont dures. On est payé seulement si on trouve de l'or. Et si on trouve rien, on n'a rien. Mais c'est comme ça. En surface, le patron, propriétaire des machines, nous explique les règles de la mine. 20% de la production revient aux orpailleurs. Et ces 20%, vous les divisez entre les membres qui travaillent ensemble. Par exemple, sur 300 grammes, 60 grammes sont pour eux. S'ils sont 5, ils divisent entre eux. Ça fait donc 12 grammes chacun. 420 € pour les 12 grammes au cours actuel de l'or. Le kilo est à 35 000 €. Le salaire de la peur et de la misère pour ces garimperos qui peuvent travailler plusieurs jours sans rien trouver. Ici, seuls les patrons des mines et leurs associés s'enrichissent vraiment. Chaque année, ils se partageraient entre 100 et 300 millions d'euros. Du côté des Green Cops, une nouvelle journée commence. Il est 6 h du matin. On va être tous ensemble aujourd'hui. Mais à la limite, on peut retourner là-bas, là où tu as vu les Pax l'autre fois. Là. De toute façon, c'est là-bas. C'est au sud, bien au sud de Guérilla. Bien au sud de Guérilla, tout de suite à côté. Aujourd'hui, les légionnaires du 3e régiment étranger d'infanterie sont envoyés en mission au cœur de la forêt. Dans ces temps vert, le succès de ces opérations reste très aléatoire. Les militaires peuvent s'y blesser ou tout simplement ne pas trouver ce qu'ils cherchent. Après 3 heures de marche, les légionnaires font une première prise de choix. Attention. Oh putain. Ouais, mais à mon avis, sur la branche, peut-être. Hein. Bientôt. C'est une belle la radio qu'ils utilisent pour communiquer entre eux. C'est nickel, hein. C'est toute neuve. Là, j'ai voulu prendre la piste 3 qui s'est marquée sur la carte parce qu'à l'aller, on a pris un Léon, que c'était le Léon le plus probable. Là, on a pris une ancienne piste 3 qui s'est marquée sur le GPS et voilà. C'est un coup de chance, mais voilà. Comme on dit, la chance, là, elle protège les audacieux. Hein. La chance, elle se provoque. À 34 ans, le sergent-chef José a 10 ans d'ancienneté dans la Légion. Après le Tchad, la Centrafrique et la Côte d'Ivoire, il a été affecté en Guyane. C'est une recrue de choix pour son unité car originaire d'Angola, une ancienne colonie portugaise, il parle parfaitement le portugais. On sait qu'à côté, il va y avoir forcément une zone vie, là où ils peuvent aller manger, là où ils peuvent aller chercher certaines affaires. Et ça se trouve toujours à une distance raisonnable. À peu près 5 km maxi, ils arrivent à tout trouver de ce qui est matériel ou alimentation. 30 minutes après la découverte de la radio, le sergent José et ses hommes atteignent la base logistique d'une mine d'or illégale. Hey, il faut pas qu'elle se promène là-bas. Hein. Cette base arrière des orpailleurs, d'autres légionnaires l'ont partiellement détruite et vidée de leurs occupants une semaine auparavant. Ces hommes et ces femmes pensaient pouvoir tranquillement revenir ici et reconstruire leur campement. Non, mais... Touche à rien, touche à rien. Assis-toi là. À l'arrivée des légionnaires, pas de panique, de colère ou de pleurs, les clandestins semblent presque blasés de voir les militaires. Ninguém
Personne ne va sortir d'ici tant qu'on ne vous aura pas donné l'autorisation. Vous n'allez pas tout brûler? Ok, on va faire une recherche ici. Vous allez coopérer avec nous. Toutes les questions qu'on vous pose, vous y répondrez correctement. Je sais qu'il y a déjà des militaires qui sont passés, mais nous, on va faire nos propres recherches. Si vous coopérez, ça sera bien plus facile pour tout le monde. On va vous laisser le minimum pour que vous puissiez partir d'ici. Notre objectif, c'est que vous partiez d'ici parce que nous allons tout le temps revenir et nous allons tout le temps tout brûler. Une courtelle, en fait, c'est le marché. C'est où les affaires, ils arrivent par pirogue ici, ils les déposent. Et à partir d'ici, c'est ici que tous les autres petits campements autour, ils viennent acheter la bouffe, ils viennent acheter ce qui leur manque dans leur campement plus loin. La mission, là, c'est la fouille ici de la courtelle. La fouille du personnel, la fouille de leurs affaires et la fouille de plus près au plus loin pour trouver des caches et tout ce qui... Ça, parce qu'ici, c'est une zone quand même un peu logistique très importante. On va par la taille de la courtelle. Donc, forcément, il y a quelque chose caché ici. Il y en a déjà eu des fouilles avant. Maintenant, ils sont partis et maintenant, nous, on va essayer de trouver ce qui n'a pas été trouvé jusqu'à maintenant. Dans ces campements, des hommes de tous âges, mais aussi de nombreuses femmes. Où elles cuisinent, où elles font la prostitution. Il y a une espèce, ce qu'ils appellent le cabaret, qui est juste là au milieu. Je pense que la plupart, les plus jeunes en tout cas, elles travaillent sur ça. Après, normalement, les plus âgées, elles font la cuisine. Après, il n'y a pas un troisième boulot. Tout se paye en or. Tout ce qui est... et tout est cher. Une bière, elle va coûter 1 gramme, à peu près. Ce qui fait à peu près 30-40 € la bière. Loin de la misère et de la violence de leur région d'origine, les clandestins brésiliens tentent ici de se construire une nouvelle vie, où rien n'est laissé au hasard. Ici, c'est un village, hein, c'est un village. Ils ont l'église, ils ont le marché, ils ont les carbets, ils ont la rivière. Ils ont tout ce qu'il faut pour rester ici longtemps et pour faire la vie comme on fait dans une ville normale. Et du coup, eux, ils peuvent vivre ici pendant 10 ans sans vouloir partir à la maison d'où ils sont venus. Les micros, tout ce qui va bien. Il y a encore un état de marche. Chargé. Alors là, on cherche le groupe électrogène parce qu'ici, forcément, il y a de l'électricité et tout ce qui va bien. On va voir ici dans le Léon un peu si on arrive à trouver ce groupe électrogène, s'ils ont caché, s'ils l'ont déplacé plus loin, on verra bien. Et en tout cas, on sait que pour avoir une église comme ça ici, il faut forcément un groupe électrogène. Là, et on voit quand même qu'il y a quelques arbres qui ont été abattus ici. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se déplacent et qu'ils arrêtent de faire ça ici. Parce que voilà, plus ils restent et plus ils vont détruire la forêt. Se tu me ver amanhã aqui, tu pode queimar minhas coisas. Eu vou embora amanhã. É sério. Faut qu'on puisse finir quoi? Il a besoin d'une lanterne. C'est que pour tailler la route. Moi, je te donne une lanterne, toi, tu me donnes un groupe électrogène, c'est bon? Quê? Ele dá a lanterna, você dá gerador para ele. Mas não tem gerador. Olha. Il n'y a plus de générateurs. 8 geradores. La dernière fois que les militaires sont venus, A missão foi bem sucedida. ils les ont pris et ils ont tout brûlé. Não sobrou nada. Les militaires savent que ces clandestins retenteront leur chance au même endroit dès qu'ils auront le dos tourné. Mais les renvoyer chez eux coûterait bien trop cher à la France. Pour les forcer au déplacement, ils détruisent systématiquement leur campement, en espérant qu'un jour, contraints et forcés, ils finiront par rentrer chez eux. Prochaine fois qu'on va aller glander quelque part là. De retour dans leur camp de base, les légionnaires étudient les dernières informations collectées par d'autres sections.
L'une d'entre elles vient de réussir sa mission à quelques dizaines de kilomètres de là. La pression est maintenant sur le sergent José et son supérieur. Ensuite, ils ont trouvé un chantier alluvionnaire, 2 motopompes, 3 corps de pompe, 35 kg de pièces moteur, 6 tables de levée avec tapis et grille, 2 plaques de base moteur. Il faut chercher les traces, il faut forcer un peu la chance, mais voilà, après il faut surtout travailler. Il faut chercher. Mais en tout cas, eux, ils volent pas, hein. Ils marchent par terre. Et du coup, nous, il faut qu'on trouve ces traces, il faut qu'on les suive. Et voilà, les indices, il faut qu'on les voit. Normalement, nous, on est bon à ça. Aguerris pour pister leurs ennemis, les légionnaires peuvent en plus cette fois compter sur le 13e régiment du génie, venu en renfort de métropole. Ces bâtisseurs d'infrastructures sont aussi des spécialistes des explosifs, comme le sergent Alexia, pour qui cette mission est une première. Elle et son unité vont passer 1 mois en forêt. Dans ce combat écologique, l'arme majeure des Green Cops leur vient du ciel. Avant chaque opération, des jours durant, ils collectent le maximum d'informations grâce au survol de la jungle, en avion et aux analyses qu'ils font des photos satellites. Pour cette mission, une vingtaine d'hommes lourdement armés accompagnent le sergent Alexia. Alertés de leur présence, les Garimpeiros ont caché leur matériel d'orpaillage au fond de ce puits. Un à un, les militaires vont descendre dans des galeries qui menacent à tout moment de s'effondrer. À moins 30 mètres sous terre, l'air est irrespirable et il fait plus de 40 degrés. C'est rien, c'est un petit câble, on s'en fout. On tire un peu ? Ok, on tire un peu. On peut tous y mettre. L'air, c'est comment? Quoi? Ok. Tu reviens tranquille. On va te remonter, gros. Denis, réponds. Ok. Pose-toi 2 secondes, ça fait plus de 3 quarts d'heure là que t'es dans le puits. Tu te poses là, t'arrêtes de bouger pendant 2 secondes là. Ok. C'est bon, on te remonte? Allez, c'est parti. Ok. À bras. Ferme. Parce qu'en fait, faut bras. pour que la corde... Ferme. Ah, c'est pas grave, allez, on te remonte. Ferme. Ok, stop. Parce que les clés vont redescendre. Oui. 4 mètres. Ouais. 4 mètres. 4 mètres. Attention, il arrive. Ok, il est là. Ok, donnez du mou. Donnez du mou. Après une dizaine de relais au fond de la mine, les efforts des militaires payent enfin. Ils remontent un concasseur. Recule. Encore, donnez du mou. Ça va? T'as remonté ma gueule? Ok. Allez les mecs, donnez un coup de main là-bas, c'est pas la sergent qui va. Vous donnez du mou là? Ouais, bah, donnez du mou, donnez du mou. Attends, attention la putain de corde. C'est Scorpion qui nous a emmerdé. Oui. Concasseur, c'est ça à concasser tout simplement toutes les pierres que vous avez derrière vous là. Récupérer l'or ensuite sur la table de levée. Du coup, c'est tout un système en fait. Donc c'est un de leurs outils principaux. Et ça vaut environ 35 000 €. Donc à partir du moment où on récupère du matériel comme ça, ben, ça leur fait bien mal. À bras. Ferme. Autre prise de valeur pour Alexia et ses hommes, le moteur du concasseur. Attention les pieds, attention les pieds. Donnez du mou, c'est bon. Attention, rebasculez-le parce qu'il y a tous les huiles qui coulent, va aller sur les cordes. Enlevez les cordes, mon Dieu. Il y a un concasseur qui est en 2 parties. Un moteur, un peu de tuyaux qu'on a remonté déjà, une bâche, donc il y a pas mal de matos. En fait, il y a quasiment le matos pour un site dans le puits, en fait, ils ont tout balancé.
Toute la journée, les militaires vont sortir de la mine des kilos de matériel d'orpaillage. Le bilan, il est quand même costaud aujourd'hui. On a un site complet, en fait. On a trouvé du matos dans les 2 premiers puits. C'est qu'il doit y avoir forcément d'autres choses dans les galeries, dans les puits un peu plus bas. Donc, on va continuer sur cette zone-là, parce que ça a l'air d'être quand même une bonne zone pour faire du bilan. Là, sur une journée comme ça, on se sent utile parce que on a fait du gros bilan. Après, il y a des jours où on marche au final et on va rien trouver. Mais bon, ça, c'est comme dans n'importe quelle unité. Il n'y a pas que nous. Des fois, on a l'impression d'avoir servi à rien, entre guillemets. Mais là, oui, aujourd'hui, c'est sûr qu'on se sent utile parce que quand on fait le total, au niveau du chiffre, là, on est à 150 000 € peut-être sur la zone. Donc forcément, oui, ça fait plaisir. Ça fait la petite récompense de la journée. Pendant un mois, cette section très mobile va couvrir des dizaines de kilomètres carrés. Chaque année, ces gendarmes de l'environnement neutralisent plus d'une centaine de puits illégaux. Pour l'heure, la section quitte la zone, mais l'opération n'est pas complètement terminée. Le concasseur et le moteur ne pouvant être brûlés, les légionnaires doivent les transporter à travers la jungle. S'ils laissaient leur butin sur place, les orpailleurs le récupéraient à coup sûr. Alexia et ses hommes portent 200 kilos sur le dos. Au bout d'une demi-heure d'effort, ils atteignent une clairière. En attendant l'hélicoptère qui emportera leur prise de guerre, les militaires restent sur leur garde. Les garimperos ne sont jamais bien loin. Arrêtez-vous, arrêtez-vous! Restez ici. Ouais, du olive. Vous habitez où? Je comprends pas. Où est-ce que vous vivez? Je comprends rien. Qu'est-ce que vous faites ici? On est juste en train de passer, monsieur. Qu'est-ce qui se passe avec... On vient de là-bas, mais on s'en va. Pourquoi t'as peur? Non, j'ai pas peur, c'est juste que vous êtes impressionnant. On est surpris. On est fatigué, là. T'as peur de la police? Ou des militaires? Tu es militaire? On passe par là pour prendre le chemin qui va au village. Où ça? Au village. Et vous n'avez rien à manger ni à boire? Si, on en a un peu plus loin là-bas. Ils devaient travailler ici, ils doivent vivre là dans le coin, ils doivent avoir un campement là. Et donc là, ils se baladent soit pour chercher de la bouffe, soit pour carrément changer d'endroit. Mais je pense que là, ils allaient chercher de la nourriture. Là, ils sont en situation illégale parce qu'ils n'ont pas de papier, ils sont... Voilà, clairement, là, ils font partie de l'orpaillage illégal. Déjà, nous, on n'est pas gendarmes. Donc on peut même pas normalement ni les fouiller ni les retenir ici. Mais même si on avait des gendarmes, on ne pourrait rien faire parce que on pourrait éventuellement demander de les évacuer, mais pour rien parce que bon, ça coûterait je sais pas combien pour les évacuer par hélico, pour qu'après ils reviennent en fait, ils reviennent directement ici. Donc il n'y a aucun intérêt. Là, on est obligé de les laisser partir et voilà. On les laisse partir là. Oui, c'est bon. Ces hommes, les militaires le savent, ils seront sans doute amenés à les recroiser. Une course-poursuite sans fin, frustrante. Pour les Green Cops, la mission continue malgré tout avec la satisfaction de se dire que ce matériel ne servira plus jamais aux garimperos. Il sera détruit une fois arrivé à la base de Kourou. Les soldats ont rempli leur mission. Un coup d'arrêt pour les chercheurs d'or, mais un coup d'arrêt seulement, tant cette guerre s'inscrit sur un territoire immense
et très poreux. Ici, rien n'est plus facile que de se fournir en matériel d'orpaillage. Nous sommes à la frontière, le long du Maroni. De l'autre côté du fleuve, le Suriname. Un pays très pauvre et une plaque tournante de tous les trafics. Bonjour. Michel Aloïqué est guide touristique sur pirogue et natif de la région. Bonjour, bonjour. Lui aussi combat et dénonce l'orpaillage illégal. 15 litres d'essence, s'il vous plaît. 15 litres. Ouais. Ouais, là, regarde, il y a la bière, tout ça. Des boîtes de conserve par là. Des congélateurs, il y a à manger à l'intérieur. Et puis ici, c'est la partie orpaillage. Donc, on voit bien les ferrailles. Les ferrailles, les pompes, tout ça, le tamis pour récupérer de l'or. Ici, c'est sur le côté Suriname. Ils ne sont pas habilités à vendre, mais ils vendent tout ce qu'il y a comme matériel, quoi. Les principales clientèles sont des orpailleurs clandestins. On peut très bien facilement voir aussi le tuyau qui sert à l'orpaillage. Tu vois le tuyau rouge là-bas, là, sur la pirogue. Ici, les autorités françaises n'ont pas le droit d'intervenir. Une aubaine pour les orpailleurs, le tout au nez et à la barbe des militaires de la mission Harpie. La France a besoin de la Guyane uniquement pour envoyer leurs fusées. Lors du lancement des Ariane ou bien de Soyouz, il y a des escadrons de militaires qui sont là en train de couvrir le périmètre du centre spatial guyanais. Mais il n'y en a pas autant qui viennent sur le terrain pour pouvoir éradiquer l'orpaillage illégal. Michel est amer et pour cause, en 15 ans, il a vu son environnement de travail se dégrader considérablement. Régulièrement, le long du fleuve, les rives portent les traces de la présence des clandestins. Comme c'est la saison haute, tout ça va partir avec le courant. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Et il n'y a pas que ça, on a vu. Et il y en a partout là-bas. Ces bons sables-là sont des bons sables artificiels. Ils ont été faits par des barges qui servent à récupérer de l'or. Et là, c'est l'une des criques qui est très orpaillée. Donc on voit la différence d'eau. Celui-là, c'est vraiment jaune, jaune, jaune. Et de ce côté-là, il est un petit peu sombre. Dans cette guerre sans fin, il est parfois des lieux et des symboles étonnants. Il y a 2 ans, sur le fleuve Grand Tinini, à la frontière avec le Suriname, les soldats français ont confisqué à un orpailleur cette forteresse flottante, digne de Mad Max. Depuis, ils utilisent cette construction sur barge pour stopper les convois de matériel vers les mines d'or illégales. Dans cette zone de front, 2 orpailleurs sont morts récemment après un affrontement avec l'armée. Si ce nouveau poste de contrôle a bel et bien ralenti le transit par l'Inini, les chercheurs d'or se sont adaptés. Pour contourner le barrage qui se trouve sur l'Inini, ils viennent ici, ils s'accostent là, et puis ils font des léons. Partout par là, il y a des points. Tout ce qui est nécessité pour l'orpaillage clandestin, c'est ici, les porteurs arrivent, ils passent de l'autre côté, et puis il y a une pirogue qui vient de là-haut, et puis ils remontent. Désormais, les routes d'approvisionnement des mines d'or se sont déportées vers la forêt. L'orpaillage illégal peut continuer. La Guyane française, ça appartient à la France. Là, ils se font dépouiller comme des petits débutants.
On pouvait pêcher ici. Nous qui vivons à l'intérieur de cette forêt-là, ben nous, on est pliés de nos ressources. Pour Michel, le guide, la forêt est avant tout son lieu de vie. Michel est porte-parole de la communauté des Wayanas, des Amérindiens qui ont toujours vécu du fleuve. Aujourd'hui, ce sont eux les premières victimes de ce désastre environnemental. Ils laissent les mercures, ils laissent les déchets, ils tuent nos gibiers, ils polluent la rivière, les criques, ils abattent nos arbres. Il n'y a pas un Amérindien qui a un placard d'or en Guyane française. Parce que nous, on ne veut pas détruire la nature, tout simplement. Nous, on veut garder la nature. L'eau est sacrée pour nous, la terre est sacrée pour nous. Une terre sacrée, impossible à surveiller dans sa totalité. D'autant que la crise économique majeure du voisin brésilien pousse toujours plus de clandestins à tenter l'aventure guyanaise. L'année dernière, les forces armées françaises ont aussi été appelées ailleurs en renfort, notamment après les dégâts causés par l'ouragan Irma. Résultat, malgré leurs efforts et les quelques 30 millions d'euros dépensés par la mission Harpie en 2017, les sites d'orpaillage illégaux en Guyane sont toujours aussi nombreux. Alors, quelle autre solution pour protéger l'environnement ? En 2007, les autorités créent le plus vaste parc national français, le parc amazonien de Guyane. « 20 000 km² d'une biodiversité exceptionnelle. Plus de 50% des espèces de toute la planète se concentrent ici. Objectif du parc, sanctuariser cet incroyable écosystème et le faire connaître auprès des touristes. Mais même ici, les orpailleurs sévissent. Pour surveiller et dissuader les clandestins, le parc emploie 92 éco-gardes comme Antonio Lopez, un ex-légionnaire. À sa retraite de l'armée, il a choisi de défendre la nature et de protéger la forêt guyanaise. Ça, c'est une piscine, c'est ici où viennent les gens des villages. C'est une piscine naturelle, avec toute la beauté, toute l'harmonie, la végétation, l'air, l'eau. Même le soleil, il reste timide, il ne brûle pas. Tout est en harmonie ici. Et des piscines comme cela, il y en a énormément en Guyane. Et ici, c'est l'héritage de nos anciens. On voit ici les polissoirs. Là, fait des centaines ou des milliers d'années, les Amérindiens, ils aiguisaient ici les instruments. Ils n'avaient pas besoin d'Internet, de télé, de rien. Et c'est sûr qu'ils étaient heureux. Et nous, on a le devoir de transmettre tout ça à nos fils, à nos futures générations. Et on est incapable de faire ça. On est incapable de préserver ces forêts-là. Et là, il y a des hommes qui viennent ici pour spéculer. On va transformer la forêt en argent. Toujours le même motif. Donc, premier sera l'or, et après sera le bois, et après, les futures générations, ils n'auront rien. Ils auront une forêt virtuelle devant un écran. Pendant que je suis vivant, je n'ai pas assuré qu'il n'y a aucun garimpeiro qui vienne à détruire ces espaces ici. Et ces espaces qui ne m'appartiennent pas à moi, ils appartiennent aux futures générations. Pour préserver ce patrimoine, plusieurs fois par semaine, Antonio arpente avec d'autres agents les sentiers du parc. Là, on va faire une patrouille sur les environnements pour voir s'il y a présence de garimpeiros de passage. Il y a un sentier qui vient carrément du Brésil. Et il passe par le sud. Et normalement, on calcule qu'il doit passer une fois par mois pour ravitailler les sites qu'il y a au centre
au centre de la Guyane. Donc, évidemment, on n'est pas armé avec des pistolets, fusils, on est armé avec la volonté, le courage et la détermination. C'est notre type d'armement. Donc, parfois, bon, c'est un peu limite. Là, même si on voit personne, ça donne un caractère dissuasif. C'est notre façon de combattre les garimperos. Ils sont sortis pas mal d'or ici. Puisque quand on est arrivé, on les a dégagés. Et ils sont partis ailleurs, un peu plus loin. Grâce au PAG et grâce à l'occupation maintenant touristique. C'est pour ça qu'on essaye de développer le tourisme afin d'occuper la zone. Quand la zone est occupée, les garimperos n'aiment pas trop ça. C'est comme une maison. Une maison, il faut qu'ils soient habités. Les patrouilles des éco-gardes durent souvent de longues heures. Après 30 km de marche, ils finissent par tomber sur les traces d'une présence humaine. Non, c'est pas ce matin. C'était hier ou avant-hier. Parce que les cendres et les pas déjà humidifiés. Mais il n'est pas chaud. À 24 heures près, Antonio Lopez tombait sur des garimperos. Malgré une expérience unique de la forêt et des talents de pisteur, l'éco-garde ne peut pas tout contrôler. Mais il n'est pas seul. À la lisière du parc, il peut compter sur l'aide précieuse d'un homme. Il ne dort pas. Hey! Visite! Pour préparer une mission, il faut être renseigné. Renseignement militaire, mais aussi renseignement du terrain. M. Bernard, c'est la source de renseignement privilégiée pour moi. Il connaît tous les endroits où il y a de l'or, possibilité d'exploiter de l'or. Pierre-Franck Dubernat, 86 ans, est une figure locale. Cet aventurier tour à tour marin, planteur, géologue, puis orpailleur dans la région pendant 50 ans, vit retiré du monde à quelques kilomètres de Saoul. Ici, on l'appelle Papa Fox, car il est en permanence à l'écoute de fréquences radio des garimperos. J'ai cette fréquence qui est bloquée, mais je fais 3 vacations, une le matin, une à midi, l'autre le soir, avec Saoul. Ah non, là, c'est pas clair. Attendez, laissez-les. Une veille bénévole pour fournir régulièrement des informations aux gendarmes et aux éco-gardes. Je voulais savoir où sont les filons parce que les mecs ils se commencent à installer mais partout là. Vous savez trouver parce que c'est vous qui avez prospecté là-bas aussi, non? Partout. Voilà. Bon voilà, continent. Bon. C'est où les filons là? Alors le filon, certitude, voilà. Ouais. Le filon, il part comme ça, là, et il va jusqu'à la tête de l'Acajou. Là, vous voyez, il y avait le village là. Le village, il y avait 200 bonhommes là. Il y avait un bordel, il y avait 15 femmes, il y avait tout. Là. Et donc, ils l'ont détruit. Un mois après, il y en avait encore. Et là, les autres, là, connards, qui grenouillaient là-dedans, et donc, vous avez vu, là, les puits, hein, bon, et qui sont en train, en principe, de faire péter, là, de les boucher. Eh bien, c'est des filons. Et les orpailleurs officiels n'avaient pas le droit d'y toucher aux filons. C'est comme ça. Non, mais les garimperos non plus, mais ils le font. Les garimperos, ils se moquent des lois. Hein, alors là, ici, là, il y a des puits. C'était bien pratique que quand on tuait quelqu'un, de le foutre. Enfin, bon, ça, n'en parlons plus. Il y en a beaucoup dans les trous? Oui, quelques-uns. Ah bon, mais ouais, on l'avait trouvé dans 20 ans. Pour cet ancien chercheur d'or, face aux garimperos, une seule réponse. La loi de la jungle. La première chose que je ferai, c'est leur faire creuser des trous et d'enterrer leur merde. Ils sont incapables de nettoyer autour de leur village. Aucun Brésilien en Guyane, clandestin, n'a réhabilité le terrain après avoir farfouillé, avoir pollué la crique, n'a jamais replanté quoi que ce soit. Alors, il y a la solution drastique aussi, Bokassa, genre Bokassa, c'est couper l'oreille. Vous le voyez tout de suite, la première fois. La deuxième fois, vous lui coupez l'autre oreille. Et la troisième fois, ben, vous la battez. Parce que ça,
on pleure sur leur sort, mais on ne pleure pas sur les habitants du pays. Vous pouvez bouffer du mercure et tout, on s'en fout royalement. Avec tout le mercure que vous avez ingéré, vous pouvez calculer la température dans l'anticorps, non? Antonio Lopez et les autres éco-gardes n'ont ni le droit ni l'envie d'appliquer ces méthodes radicales. Mais leur simple présence ne suffit plus à dissuader les orpailleurs. Pour lutter contre leurs intrusions incessantes, et après l'avoir réclamé pendant 6 années, ces policiers de l'environnement viennent enfin d'obtenir le droit d'être armés. Désormais, ils s'entraînent régulièrement pour faire face à un ennemi toujours plus déterminé. Mais compte tenu de l'immensité du territoire et de la difficulté d'enrayer le trafic, pour certains, le meilleur rempart au fléau de l'orpaillage illégal ne serait rien d'autre que l'exploitation aurifère légale. C'est ce que défend la quarantaine de sociétés ayant un permis d'exploitation en Guyane. Elles sont soumises à une réglementation de plus en plus stricte. Stéphane Plat est à la tête d'une petite concession à l'est du département, non loin de la frontière brésilienne. Pour lui, l'exploitation de l'or est compatible avec le respect de l'environnement. L'eau qui tombe là de l'unité de traitement, elle fait le tour comme ça dans les bassins et elle est repompée par le moteur qui est ici. Donc là on travaille en parfait circuit fermé. Aucune boue dans les rivières, dans les criques, aucune boue dans la nature. Ouais, bah ici, il y en a partout, hein. Elle est bien chargée. Hein. Depuis l'interdiction en 2006 des techniques à base de mercure, les miniers légaux amalgament l'or à l'aide de tables à secousse. Une méthode qui permet de récupérer l'or, a priori sans impact sur l'environnement. Les frontières en Guyane, elles sont incontrôlables. Et les orpailleurs clandestins brésiliens, ils sont des milliers. La terre, il faut l'exploiter pour que les clandestins ne viennent pas l'exploiter. Seul moyen de juguler cette histoire d'exploitation clandestine qui est hyper polluante, c'est de laisser exploiter les terres par les légaux, sous le contrôle de l'administration comme ça se fait actuellement, pour respecter toutes les règles environnementales. On réhabilite, la forêt revient au bout de quelques années, et les clandestins ne reviennent jamais. Il faut leur enlever cette ressource. Tant qu'il y aura cette ressource, on ne pourra jamais contrôler nos frontières. Si ça peut paraître comme ça aujourd'hui en exploitation, c'est vrai que c'est pas joli, mais c'est très limité dans le temps. Quand on va sortir d'ici, déjà dans 3-4 mois, ça sera déjà stabilisé, quoi. Il y a une part de la vente de cet or qui va être dédiée à la réhabilitation. Celui qui ne va pas réhabiliter, il va peut-être exploiter une petite zone et l'administration ne lui redonnera jamais de permis. S'il a un chef d'entreprise intelligent et qui veut pérenniser son entreprise, obligé de le devenir respectueux de l'environnement. Il n'y a pas d'autre cadre pour avancer dans ce métier. Voilà le site qui est réhabilité, les terrassements de réhabilitation, ils sont faits, tu vois. Donc ça, il y a 6 mois, c'était un champ de bataille encore, tu vois. C'était des monticules de terre, de gravier. Donc on a remis toutes les couches en place. On a commencé à réétaler les bois. Et on va, en prochaine saison des pluies, grosse saison des pluies, quand il pleut, replanter, faire de la revégétalisation sur environ 30% de la surface. Les gens mélangent l'exploitation clandestine d'une part, qui utilisent des moyens très rudimentaires, y compris des produits comme le mercure qui sont extrêmement polluants. Ils n'ont pas de moyens de réhabilitation, bien entendu. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour faire une exploitation et pour gagner de l'argent rapidement. Je pense qu'il faut savoir faire la part des choses.
Les employés d'une mine légale, ils ont déjà le volet sanitaire qui est réglé. Ici, on a des douches, on a des toilettes, on a une cuisine, on a une cuisinière, on a une pharmacie, on a une drop zone si on a un accident ou un malade, l'hélicoptère est chez nous en 20 minutes. Il n'y a plus de paludisme, il y a beaucoup de maladies sur les sites légaux qui ont été éradiquées. Alors que ça, ils savent très bien que s'ils vont travailler chez les clandestins, ils vont retrouver tout ce côté. Il n'y a pas de toilettes, il y a des maladies, il n'y a pas de médicaments. Il faut savoir que sur les sites clandestins, les employés ne sont payés qu'au pourcentage de la production. Tous les gens qui travaillent ici ont des fiches de paye, sont déclarés, ils cotisent aux caisses de retraite. Le plus jeune a 24 ans, le plus vieux a 66 ans. On a pas mal d'employés qui ont plus de 50 ans. Je pense qu'à cet âge-là, on n'a plus envie d'aller faire de l'aventure chez les clandestins. Même légale, l'exploitation de l'or reste pourtant une aventure. Le lendemain matin, Franck, un contremaître de la mine, supervise la dernière étape de raffinement du métal jaune. 2 jours de travail pour 500 grammes de métal précieux. Au cours actuel, plus de 17 000 €. De quoi attiser toutes les convoitises. Franck doit maintenant convoyer cet or vers la ville. Hey, souhaite-moi bonne chance. Ok, bon voyage. Une mission risquée. L'homme est peu bavard, il doit rester concentré. Sur cette piste en pleine jungle, les accrochages sont nombreux comme en témoignent ces carcasses de voitures sur le bas-côté. Elles ont été abandonnées pour cause d'accidents, de délits de fuite, mais aussi de braquage. Il y a quelques années, sur cette même route, un des chauffeurs de la mine s'est fait assassiner, a priori par des orpailleurs clandestins. Après 1h30 de route, Franck s'arrête à un carrefour. Un associé va prendre le relais. T'as pas reçu mon WhatsApp? Non, non. Je serai là à moins 10. Ça va, oui? Ça va? Ouais, attends. T'as reçu l'autre avec la carte, là? Oui. Discrètement, le contremaître lui remet sa précieuse cargaison. Pour ne prendre aucun risque, les 2 hommes se quittent à peine 2 minutes plus tard. Le nouveau convoyeur repart à bord d'une simple voiture banalisée. S'il arrive à bon port à Cayenne, l'or sera vendu à un grossiste. Légal ou pas, l'or fait toujours prendre autant de risques. Il inquiète aussi. La montagne d'or, un gigantesque projet russo-canadien, est en cours de négociation. S'il était validé par les autorités, des milliers de tonnes d'explosifs et de cyanure seraient utilisés pour creuser la roche et en extraire l'or. De leur côté, Michel et les siens tentent encore de continuer à vivre selon leurs traditions. Chez nous, le fleuve et la forêt, c'est là où on trouve notre nourriture. Le fleuve est très important parce que on a nos poissons, les gibiers, enfin en forêt, dans les criques aussi, dans les petites criques qui se trouvent en forêt aussi. Maintenant, pratiquement toutes les criques sont sales. Là où on avait l'habitude d'aller à la pêche, on ne peut plus y aller maintenant. Les gens du village ne voient plus d'eau du fleuve. Hein. C'est fini ça. À l'époque, on pouvait boire, maintenant non. Les gens tombent malades, les enfants et la diarrhée tout de suite. Parce qu'avant, on pouvait même prendre dans l'eau pour pouvoir boire ou faire à manger avec. Maintenant, c'est plus possible. Dans notre ancienne vie, nous étions des guerriers.
Alors s'il faut qu'on reprenne nos haches, ben, on est capable. S'il faut prendre nos flèches, on est capable de reprendre les flèches pour combattre. Il y a des jeunes qui sont motivés. Les Amérindiens sont à bout, mais pas question pour les autorités françaises de les laisser se faire justice eux-mêmes. Une solution plus pacifique serait de les impliquer davantage dans la défense de la forêt. Selon la Banque mondiale et l'ONU, ces communautés indigènes sont les meilleurs gardiens de l'environnement.